exécutif de La République En Marche, déléguée à la Société de la Connaissance, qui est avocate, docteur en droit, et qui a notamment enseigné le droit à Paris 1 et à laquelle je vais maintenant céder la parole. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir à toutes et tous et merci à nos intervenants et merci à Serena qui a préparé avec beaucoup de sérieux cette rencontre, cet échange. Moi, je voulais juste rajouter quelque chose avant d'aborder la question importante qui va nous occuper ce soir. C'est de rappeler en fait l'importance qu'a la réflexion et un débat comme celui de ce soir au sein de La République En Marche. Vous savez qu'il y a quelques jours, on a eu un colloque sur qu'est-ce que c'est que le progressisme. Et ça m'a fait penser en fait à un texte de Simone Veil, non pas la politique, mais Simone Veil, la philosophe, qui a écrit un texte très inspirant qui s'appelle « Notes pour la disparition des partis politiques ». Alors je ne suis pas en train de vous annoncer un scoop, qu'en fait La République En Marche prépare son autodissolution, non. On est bien trop jeune pour ça et je pense que l'état démocratique de notre société ne le permettrait pas. Mais je crois qu'il y a des choses à apprendre de ce texte. Et ce que dit notamment Simone Veil, c'est que quand un parti politique arrive au pouvoir, il y a quelque chose structurellement qui le menace, qui est qu'il cesse de décider en fonction de la rationalité et qu'il commence à être tenté par décider pour durer et pour éventuellement étendre son pouvoir. Donc je crois que ce n'est pas une menace qui est d'actualité pour La République En Marche, parce qu'on est très jeune, mais c'est très important qu'on se prémunisse contre cela, parce que ce qui a fait la force de ce mouvement, c'est précisément d'être dans la rationalité de la décision, mais pour ne pas être menacé, parce qu'on n'est pas non plus au-dessus des lois, eh bien, il faut mettre en place un certain nombre de dispositifs. Et ce que proposait Simone Veil, et ça m'a beaucoup inspiré, et je crois que ça ressemble un peu à ce qui va se passer ce soir, c'est d'avoir des clubs de réflexion extrêmement libres qui puissent venir nourrir les décisions des décideurs. Donc des parlementaires, donc des citoyens que nous sommes tous. Donc je vous remercie d'être là et je voulais dire ça en préambule pour vous dire que c'est tous politique c'est un élément et une composante très importante de La République En Marche et les classes ouvertes c'est quelque chose de fondamental. Donc merci à vous d'être là et merci à tous ceux qui nous suivent par le Facebook Live. Donc la question qui va nous occuper ce soir, c'est celle donc de la médecine du futur, et elle s'inscrit dans un débat législatif qui nous attend. C'est la révision de la loi relative à la bioéthique. Et ces lois sur la bioéthique, elles ont quelque chose de particulier, c'est qu'elles, d'abord, elles s'intéressent à de l'innovation, quelque chose qui surprend, et comment légiférer sur quelque chose qu'on ne peut pas anticiper parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est toute la question des lois sur la bioéthique qui font que ce sont des lois un peu particulières qui sont sans arrêt révisées à minima tous les 7 ans. C'est ce qui va se passer là, puisque la dernière, elle datait de 2011. Donc ça, c'est la première spécificité. Et la deuxième, c'est que ça touche des sujets qui sont vraiment des sujets qui nous concernent tous et qui sont à la racine de la définition de notre société. Et c'est pour ça qu'elle nous intéresse tant, que vous êtes là ce soir. Et ce qu'il faut souligner, et ce qui est arrivé pour la première fois, c'est que vous avez souvent un conseil, bon, vous avez toujours le conseil consultatif qui s'exprime, mais pour la première fois, ça a été précédé d'une consultation d'états généraux des citoyens. Et parmi les conclusions du Conseil, il y a cette idée que non seulement il faut consulter les citoyens, mais il faut le faire pas seulement tous les 7 ans quand la loi s'apprête à être débattue, mais il faut le faire sans arrêt. Donc ce que nous faisons ce soir, c'est quelque chose de fondamental, parce que sur ces questions d'innovation, de technologie, il y a des questions fondamentales qui se posent. Il faut qu'on soit informé et il faut que de manière très régulière, en fait, les citoyens puissent s'exprimer. Et d'abord, être informés. Donc voilà, ça, c'est une deuxième raison de se féliciter de ce qui nous réunit ce soir. Alors, je vais d'abord me tourner vers notre philosophe, Guillaume Dezonnet, qui est donc aussi auteur d'un roman qui a à voir avec ce qui va nous occuper ce soir. Et précisément, je voudrais avec vous aborder la question de cette nature un peu particulière de cette législation sur de l'inconnu. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre société et devant l'innovation technologique, il y a, je dirais, ça relève presque du fantasme. On sent qu'il y a une inquiétude profonde. Et la première question, c'est, puisqu'en tant que philosophe, vous êtes forcément un peu
aussi un historien des idées. Est-ce que ça a quelque chose de spécifique, cette inquiétude? Est-ce qu'elle est fondée parce qu'on est en train de vivre une transition civilisationnelle qui est un peu unique dans notre histoire, ou est-ce que c'est des choses qu'on a déjà vécues de manière périodique dans l'histoire des idées? Alors, d'abord, merci pour l'introduction. Et je répondrai à la question après, mais j'aime beaucoup l'idée de Simone Veil, selon laquelle il faudrait des clubs de réflexion libre. Et en effet, je pense que c'est totalement fondamental pour une démocratie d'avoir des clubs de ce genre-là. D'ailleurs, le CCNE, le Conseil des consultatifs national d'éthique, était un tel club. J'espère qu'il va le rester, parce que j'ai l'impression que parfois, maintenant, il est un petit peu sans cesse sous la pression des actualités. Et j'ai peur qu'il perde la liberté de réflexion qu'il a eue par le passé. Bon, c'était une petite parenthèse. Concernant la médecine du futur et l'éthique du futur, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que le futur, c'est le futur. Donc, il ne s'est pas passé. Et on ne sait pas ce qu'il sera. Et c'est difficile c'est impossible en fait de savoir exactement ce que sera le futur, et du coup on est obligé d'y penser sans savoir exactement ce qu'il sera, et on est obligé d'essayer de le penser pour au moins ne serait-ce que se rendre capable de l'accueillir et de donner d'organiser la société pour l'accueillir de la meilleure manière. Est-ce que notre situation, est-ce que le futur de la médecine est radicalement différent de ce qu'a été la médecine jusque-là? Parce que c'était ça la question, si j'ai bien compris. Je pense que oui et non. Ce qui n'est pas complètement nouveau, c'est qu'au fond, finalement, l'humanité utilise des techniques pour, on va dire, réparer ses défaillances. Ça, c'est ce qu'elle fait à peu près depuis le début. On construit des objets, on fait des recherches sur notre propre corps pour mieux le comprendre, pour mieux le réparer. Ça, c'est pas du tout nouveau. Ce qui est un petit peu nouveau, en revanche, c'est cette espèce de désir d'utiliser les nouvelles techniques que l'on possède ou qu'on développe, qui sont en cours de développement, non plus seulement pour réparer le corps humain lorsqu'il dysfonctionne, mais pour en fait l'améliorer. C'est-à-dire pour faire mieux que ce que la nature nous a donné. Donc ça, c'est un peu nouveau. Et ce qui ouvre cette possibilité, en effet, c'est des nouveautés dans les découvertes scientifiques, en biologie, en nanotechnologie, en informatique et en sciences cognitives. Les nouveautés en particulier, je pense que le cœur de la nouveauté, c'est la découverte d'une sorte de lien entre l'informatique et le vivant. À savoir que dans les deux cas, en fait, le lien, c'est le concept d'information qu'il donne. C'est que dans les deux cas, on se rend compte qu'on a affaire à du code qui programme la réalisation finalisée de quelque chose. En fait, le vivant, à partir du moment où on découvre l'ADN, on se rend compte que globalement, c'est un programme codé. Et l'informatique, ça fonctionne de la même manière. En fait, on fait du code, ça produit de l'information, ça programme quelque chose. Et du coup, alors c'est pas pour dire que le vivant et l'informatique c'est la même chose, c'est pas du tout la même chose, mais il y a cette espèce de lien qu'on a découvert entre les deux, qui ouvre tout un tas de possibilités, notamment le fait de déjà on va dire, représenter le vivant sous forme de programme, et puis s'accompagne de ça tout un tas de découvertes sur de technologies de modification du génome, et du coup on se dit, bon, à partir du moment où on a des ciseaux pour découper le génome, le fameux CRISPR-Cas9, à partir du moment où on a des possibilités de synthétiser, de savoir exactement de quoi est fait l'ADN, qu'est-ce qui code quoi, etc., et qu'on peut y toucher, bon, du coup, il est possible potentiellement de reprogrammer le vivant. Donc c'est ça, je pense, la grande nouveauté. Et ça, c'est vrai que jusque-là, c'était complètement inenvisageable. Donc ça, c'est je pense, voilà, la grande nouveauté. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu. Mais ce qu'on peut constater de toute façon, c'est qu'il y a cette inquiétude devant l'innovation, elle est constante, puisque si on regarde justement la science-fiction, on a toujours eu ce fantasme d'être dépassé par la technique. Donc là, ça peut être une clé aussi pour se dire que ce que nous vivons n'est pas forcément si nouveau que ça. Oui.
alors, si on regarde la science-fiction, c'est vrai que pour comprendre, si on cherche à comprendre le futur, il me semble qu'il y a au moins 3 voies d'approche pour essayer de saisir l'insaisissable. La première voie d'approche, je pense que c'est de s'intéresser aux innovations, aux innovations techniques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, souvent, alors l'innovation n'est pas le seul moteur de l'histoire, mais c'est vrai qu'une innovation technique modifie le sens de l'histoire, oriente l'histoire dans un certain sens. Par exemple, je sais pas, on découvre l'imprimerie, tout change. Il n'y a plus de copistes, on ne lit plus de la même manière, tout se diffuse. Donc, quand on découvre une technique importante, il y a vraiment un événement dans l'histoire qui fait qu'il y a un passé, il y a un futur et il y a un changement. Donc si on veut comprendre le futur, il faut s'intéresser notamment aux innovations. La deuxième chose à laquelle on peut s'intéresser, en effet, c'est aux projections que les artistes font, et les romanciers en particulier, ou les cinéastes. Et donc, par exemple, dans notre époque, il faut s'intéresser à la science-fiction. Alors non pas parce que la science-fiction décrirait le futur, parce qu'elle ne le décrit pas, en fait elle décrit plutôt les fantasmes du futur, du présent, donc elle parle plus du présent que du futur, et généralement ce que fait la science-fiction, en fait, c'est faire un effet de loupe sur un élément du présent, on fait un effet de loupe, on le grossit, et puis on imagine une société future à partir de ça. Mais en tout cas, une chose qui est intéressante avec la science-fiction contemporaine, c'est qu'elle est quasiment exclusivement dystopique. Elle n'est pas utopique. Ce qui est étonnant, c'est qu'au XVIe siècle, on écrivait des utopies quand on pensait le futur. C'est-à-dire on imaginait un futur merveilleux. Aujourd'hui, quand on imagine le futur, on imagine un futur catastrophique. Je ne pense pas, je connais même pas en fait un seul ouvrage ou film de science-fiction qui soit pas dystopique. Si vous en connaissez, dites-moi parce que ça m'intéresserait, mais il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde Le Meilleur des Mondes, iRobot, Minority Report, je ne sais pas, vous en connaissez plein. C'est toujours dystopique. Donc c'est vrai que ça pose question, ça veut dire que globalement, les intuitions des romanciers, des cinéastes vis-à-vis du futur sont pas roses, franchement, pas du tout même. Alors, en tout cas, ça suffit, je pense, à rendre modérément progressiste. Je ne sais pas ce que vous avez dit dans les réflexions sur qu'est-ce que le progressisme, mais c'est sûr que pour moi, il est essentiel de bâtir un progressisme complexe. C'est-à-dire de ne pas dire le progrès, c'est ce qui arrive après est mieux que ce qui était avant. Surtout, c'est pas ça, le progrès. C'est dans ce qui arrive après, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes. Il faut sélectionner. Un progrès peut entraîner des catastrophes. Donc il faut sélectionner à l'intérieur des évolutions ce qui va dans le sens d'un progrès réel. Donc je pense que on peut bien sûr garder le mot progressisme, mais à condition de le complexifier. Par contre, je me suis un peu perdu, parce que je ne sais plus quelle était du coup la question qu'on me posait. Mais du coup, on a parlé de science-fiction et de ce que ça pouvait nous enseigner. Je voudrais, pour terminer cette première intervention de votre part, vous demander de nous parler d'une école de pensée dont on parle beaucoup et qui elle-même, du coup, fait peur, hein, qui s'appelle le transhumanisme. Comment est-ce qu'on pourrait définir cette école de pensée, sachant que voilà, il y a peut-être plusieurs acceptions, et quel regard, vous, comme philosophe réfléchissant à l'éthique, vous portez sur cette famille de pensée? Donc le transhumanisme, c'est un mot un peu fourre-tout, globalement qui désigne un ensemble de recherches et puis d'idéaux qui considèrent que tout simplement par la technique on peut améliorer l'humanité. En ça, c'est pas vraiment nouveau, le transhumanisme, c'est-à-dire que la technique cherche à améliorer l'humanité depuis que la technique existe, c'est-à-dire à peu près depuis qu'il y a des hommes. Si on peut, je sais pas, on prend un texte d'Aristote sur les mains, il dit voilà, avec nos mains, on peut construire des outils. Chaque animal possède des outils, mais il n'en possède pas beaucoup. Genre, je sais pas, j'ai des griffes, je peux juste griffer avec. Mais nous, si on a des mains, on peut construire avec une épée, un couteau, une fourchette, un tracteur, ce que vous voulez. Et du coup, à partir de ces mains-là, on peut compléter notre corps par tout un tas d'objets, ce qu'on va appeler tout simplement des outils, qui visent à compléter notre nature et à l'améliorer. Donc, en ça, on pourrait dire Aristote est transhumaniste, carrément. Mais le changement, peut-être la nouveauté du transhumanisme, ce en quoi il rajoute quelque chose par rapport à l'usage que les hommes ont fait des techniques depuis à peu près toujours, c'est que le transhumanisme vise non pas à simplement compléter
l'humanité par l'usage de techniques, mais à modifier la nature même, c'est-à-dire la biologie elle-même, c'est-à-dire ce qu'on a de non artificiel, à le modifier pour l'améliorer, pour faire mieux que la nature. C'est ça le but du transhumanisme. À ce sujet, c'est sûr, c'est une idée qui déchaîne un peu les passions, parce que soit on se dit ok, super, améliorons la nature humaine, on peut faire mieux. Souvent les transhumanistes disent c'est vrai que la nature a des défauts, elle a des bugs, parfois je sais pas, on a des cancers, notre corps se retourne contre nous-mêmes de temps en temps, ou bien ils disent en fait la nature humaine est le fruit du hasard, l'évolution fait des mutations, hop on arrive, donc forcément si c'est le fruit du hasard, c'est pas parfait, du coup on va essayer de remplacer ça par mieux, de faire une évolution guidée par notre propre intelligence, etc. Donc ça c'est le désir transhumanisme. Pourquoi ça suscite des oppositions? J'aimerais bien éventuellement parler de celle que soulignait le philosophe Günther Anders. C'est un philosophe pour le coup assez technophobe, c'est-à-dire qui se méfie immensément de ces tendances de l'humanité à vouloir se transformer. Et il écrivait en 1946, donc il avait repéré des choses très à l'avance, que quelque chose de nouveau était né dans l'humanité, qui était la honte de nous-mêmes vis-à-vis de la perfection de nos objets. En gros, il dit, par exemple, ce qu'il a mis sur cette voie, c'est le fait que des bombardiers américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, avaient raté leur cible, avaient appuyé sur le bouton au mauvais moment. Et en fait, les gens avaient dit, c'est parce que c'est des humains, donc ils ne sont pas parfaits, ils font des erreurs. La machine toute seule aurait mieux fait. Elle aurait bien tiré les bombes au bon endroit. Bon. Günther Anders, lui, il était fasciné par cette idée que plutôt que de se dire la machine est froide, on réagissait en se disant en fait l'humain est imparfait. Il s'est dit ok, on est entré dans une ère où les hommes ont des complexes vis-à-vis de la perfection de leurs objets. Il a appelé ça le complexe prométhéen. Et en fait, c'est la conséquence de ce complexe, selon lui, c'est que les hommes en fait, vont faire deux choses. Un, ils vont se sentir mal, c'est-à-dire se sentir honteux, se sentir trop faible, trop imparfait. Et deux, ils vont essayer de s'élever à la hauteur de leur machine. C'est-à-dire de ressembler à autre chose que ce qu'ils sont. Il donne des exemples très simples. Il donne l'exemple du maquillage, en fait, disant on ne se supporte plus naturellement. Donc il faut se compléter par de l'artifice. Je pense qu'aujourd'hui, il donnerait l'exemple de la pornographie, où des personnes ressentent des complexes vis-à-vis de comportements sexuels qui ne sont pas humains, mais qui sont des comportements de machine, en fait. C'est-à-dire puissance, efficacité, et pas trop de tendresse. En gros, Günther Anders, c'est un peu cette idée, c'est qu'en gros, les hommes sont devenus complexés par rapport aux machines et ont désiré atteindre ce que les machines possèdent, à savoir puissance, efficacité, pas d'erreur, continuité, immortalité, etc. Et lui, en gros, il y voit plutôt le signe d'une humanité un peu malade, en fait, qui ne s'aime plus, et qui est dans ce qu'il appelle l'hubris. Alors, c'est ce vieux mot grec qui veut dire démesure, mais en fait, lui, il lui donne un peu un double sens. Il dit l'hubris, ça s'écrit H-Y-B-R-I-S, et du coup, il dit l'hubris, c'est un peu un double sens. Dans ce cas-là, on veut s'hybrider, c'est-à-dire se mélanger avec la machine pour ne plus être simplement humain, mais transhumain. Et en même temps, on est dans la démesure. C'est-à-dire qu'en fait, si on fait ça, on sort des mesures, des limites que nous a fixées. Alors, la nature, j'aime pas trop, j'hésite toujours un peu avec ce mot parce que la nature de l'homme est culturelle, donc c'est pas une nature fixe. C'est une nature qui peut sans cesse un peu s'améliorer. Mais en gros, l'idée, ce serait hubris dans le sens dépassement des limites que notre corps nous a fixées, que le fait de la mortalité a fixé, des choses comme ça. Et en même temps, désir de s'hybrider. Alors, on sent bien que ce qui inquiète, c'est peut-être la modification de la notion de médecine, c'est-à-dire la médecine qui était là pour réparer, prévenir, guérir dans l'horizon du biologique, de ce que nous sommes a priori quand même selon la nature. Et il y a cette tentation avec
toutes ces découvertes technologiques, de pouvoir dépasser, choisir. C'est le slogan en fait du transhumanisme, from chance to choice. Donc jusqu'où on peut choisir, choisir d'avoir un enfant plutôt que de réfléchir à des intelligentes réformes du système éducatif, si on pouvait choisir son embryon et puis l'augmenter un petit peu du côté des neurones, de la mémoire, un petit peu d'inventivité, ça pourrait peut-être nous éviter beaucoup d'efforts. Donc là, on est en plein fantasme, mais on a d'un côté, effectivement, des écrivains, alors je pense en particulier à Noah Harari, dont on parle beaucoup ces temps-ci, ça peut peut-être nous permettre de réfléchir, qui est un historien de formation, et qui, dans son dernier livre, projette en fait une espèce de nouvelle humanité, mais je crois qu'on est aussi du côté plutôt de la dystopie, c'est-à-dire l'utopie inversée. Je ne pense pas que Noah Harari soit un transhumaniste, ni qu'il souhaite que ça se produise, mais en tout cas, il imagine un futur possible, qui serait un futur absolument catastrophique, apocalyptique, où en fait, on pourrait choisir et où il y aurait une espèce de race humaine nouvelle qui changerait totalement de nature parce que tout l'aspect d'émotion, la vulnérabilité disparaîtrait au profit d'une efficacité absolument redoutable du fait de ce cerveau augmenté qu'on pourrait être en mesure de créer. Donc, moi, j'ai envie de me tourner donc, vers vous, Manuel Géa, en vous demandant, est-ce que ces dystopies, ces peurs, alors qui sont à la fois portées par quelqu'un qui est presque comme un genre de prophète au sens biblique, c'est-à-dire quelqu'un qui lit dans le présent ce qui pourrait arriver de dramatique dans le futur, ou bien chez nos transhumanistes, on a des gens très sérieux chez Google qui sont en train de financer des projets où on nous promet des robots qui pourraient dépasser l'humain en intelligence. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de ça? Est-ce que c'est sérieux, vous qui connaissez de manière très concrète, je dirais, nos capacités technologiques? Est-ce que cette peur est fondée ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre du fantasme? Alors déjà, en tout cas, merci pour cette invitation. Je crois que de tout ça, en fait, on retrouve des vieilles peurs et qui sont quelquefois justifiées. Beaucoup de gens ne comprennent pas, vous savez, l'intelligence artificielle, le big data et tout. Rassurez-vous, c'est fait pour... Parce qu'en fait, ce sont des vendeurs de pioches de la grande ruée vers l'or. C'est je vends des choses dont vous n'avez pas besoin, mais je vous explique, c'est que vous êtes toujours en retard et que si vous ne le faites pas, vous serez dépassé. Donc, rassurez-vous, c'est normal, c'est fait pour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ne sais pas si vous avez fait une conversation avec le Google Home, ça ne va pas très loin. D'accord? Donc, il faut tester par vous-même. L'autre point aussi, c'est ces gourous. Alors, quand on dit Google, en fait, la raison est simple, c'est que Byrne, parce que sa femme fait du test génétique, vous savez, c'est 23andMe, lui a trouvé une prédisposition la maladie de Parkinson. Depuis, il est traumatisé. Donc, en fait, tous ces gens qui ont fait fortune dans la Silicon Valley et qui croient que le monde est compliqué, pas complexe, compliqué, eh bien, ils mettent des sommes folles parce que la seule chose dont ils ont peur aujourd'hui, c'est de mourir. Et ce n'est pas parce que je sais faire des ordinateurs que je suis capable de comprendre quelque chose aux sciences de la vie. Donc il faut aussi faire attention aussi aux auteurs, vous savez, les gens qui écrivent des bouquins, qui sont transhumanistes le temps de faire un bouquin, ensuite ils sont ainsi de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de peur, et qui posent problème, parce que ceux qui développent en fait des vraies technologies, des vraies approches, je peux vous dire qu'on en a assez de ces vendeurs de pioches, ces vendeurs de bouquins, parce qu'en fait dans ce brouhaha, il est normal que les gens aient peur. Alors maintenant, on va regarder les choses de façon plus concrète. Je vous dis révolution digitale. Ouh là là, vous dites, mon Dieu, mais si je vous dis transformation digitale, vous allez continuer à manger, à boire, vous allez faire autrement. Donc vous pouvez vous projeter sur ces activités. L'autre point aussi, c'est toutes ces activités où on vous dit intelligence artificielle. Il faut savoir que c'est un mot marketing qui a été inventé parce que ces algorithmes, en fait, n'intéressaient personne. Et que c'est la 3e fois que ces gens essaient de le vendre. Mais si on appelait ça intelligence artificielle, on avait appelé ça algorithme, parce que ce sont des algorithmes, bah écoutez, ça fait déjà beaucoup moins peur. En fait, ce sont des algorithmes, c'est le scoop, ce sont des algorithmes, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Et d'ailleurs, le patron de Facebook, Yann Lequin, qui en a assez aussi de ce brouhaha, a dit ces IA
n'ont pas plus de sens commun que des rats. Ils en ont peut-être même un peu moins. Tout à fait, c'est ça. Et en fait, ces algorithmes n'ont aucune intelligence. Et pour vous expliquer, machine learning, ça ne veut pas dire apprentissage, ça veut dire entraînement. Oui, je suis un tennisman, j'ai une balle qui m'arrive, je tape, et quand je tape mal, on me fout une baffe. Et donc, au bout d'un moment, mais je ne comprends pas ce que je fais. À la fin de la journée, je ne suis pas plus intelligent. Par contre, j'ai commencé à adapter la chose. Mais on m'envoie une balle de baseball. Vous savez ce que je fais? Eh bien, je tape. Donc, ce sont des algorithmes qui sont entraînés sur une connaissance passée, avec une imagination actuelle, mais qui ne sont capables que de faire ce pourquoi ils ont été programmés. Et lorsqu'ils font ça, ils le font très bien, mais pour des activités très, très, très précises. Donc maintenant, si vous voulez avoir une intelligence qu'on appelle l'intelligence forte, ça c'est de la science-fiction, c'est du fantasme. Parce que le premier problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence. On n'en a aucune idée. D'ailleurs, Kurzweil, qui est le vendeur, vous savez, le transhumaniste, un jour s'est rendu compte, zut, j'ai oublié, c'est que l'intelligence c'est bien, mais il avait oublié la conscience. Donc il a écrit un bouquin en 2012. Et en fait, la conscience, nous ne savons pas ce que c'est. D'accord? Donc il faut bien vous mettre ça dans la tête, et c'est normal que vous ne compreniez pas. C'est fait pour vous tromper. Maintenant, si on prend la médecine du futur, alors contrairement à ce que tu as dit, je suis désolé, le gène n'explique absolument pas les maladies, excepté les maladies géniques. On a 25 000 gènes, on a 9 millions ou moins de fonctions protéiniques. Je vais vous donner un exemple. Vous savez ce que c'est que la différence entre compliqué et complexe? Vous voyez un Airbus A380 et un plat de spaghettis en sauce. Lequel des deux est complexe et lequel est compliqué? Alors, comme je sais que vous êtes très intelligent, je vais vous le dire. En fait, l'Airbus n'est que très compliqué. En fait, c'est très con un Airbus. Vous pouvez le reproduire, c'est l'homme qui l'a construit. Par contre, modéliser les morceaux de, vous savez, le spaghetti, la petite goutte et tout, eh bien, vous pouvez passer énormément de temps, vous n'y arriverez pas. Pourquoi? Parce que le plat de spaghetti sauce n'est pas la somme de ses composants. Donc la complexité est exponentielle, alors que l'autre, elle n'est que linéaire. Alors maintenant, je vais vous poser un problème grave. Comment faire manger un bébé de 4 ans un plat de spaghetti en sauce sans qu'il tache sa chemise? Vous savez comment font les gens de chez Google? Ils vous disent, attendez, je vais modéliser la première goutte, la deuxième goutte, la troisième goutte. Puis après, ils vous disent, attendez, c'est tellement évident, maintenant, c'est de la puissance. Ah. En fait, non. La maman a compris que la question était mal posée. En fait, le bébé se tâche toujours. Ce qu'il faut, c'est protéger la chemise. Et vous savez ce qu'elle a inventé? Le bavoir. Eh bien, c'est une application de ce qu'on appelle la sémantique générale, l'art de sortir du cadre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est créé par l'homme est compliqué, tout ce que la nature fabrique est complexe. Et les outils pour analyser les systèmes compliqués ne sont pas applicables dans les systèmes complexes. Donc, quand vous avez les gens du digital qui vous font, si vous voulez, des algorithmes, on appelait ça avant, parce que je suis un data scientist repenti. À mon époque, parce que en 83, l'IA, ça s'appelait des algorithmes. Les data scientists, ça s'appelait des informaticiens, et ils ne nous ennuyaient pas. D'accord? Donc tout ça, ça a évolué. Mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que les algorithmes que vous avez aujourd'hui ne sont pas plus intelligents ou pas plus évolués, c'est la puissance de calcul qui permet de faire du calcul matriciel. D'accord? Et un point très important, c'est un problème aussi de sémantique. Quand on dit une intelligence artificielle est capable de détecter le cancer de la peau, vous avez entendu parler de ça? En fait, ce n'est pas vrai. Cet algorithme était capable d'analyser des patterns d'images. Mais l'algorithme ne sait pas que les cancers peuvent être incolores, que vous pouvez avoir des effets secondaires et tout. Donc maintenant, quand vous prenez ça, et vous avez bien compris, et bien maintenant, dans la recherche biomédicale, d'accord ? Dans un hôpital, on vous dit l'IA va tout révolutionner. Oui, la logistique, optimiser les flux, prendre des rendez-vous, il serait temps. Il serait temps. Et ça représente, si vous voulez, énormément d'applications où, effectivement, ces algorithmes ont une application très particulière et on pousse. Maintenant, si vous prenez du diagnostic médical, Harvard a fait une étude, parce que tout le monde dit que l'algorithme est meilleur que l'homme. En fait, ce n'est pas vrai. Quand j'ai quelqu'un qui a un cancer et que je vais analyser son cancer, oui, ça marche, c'est spécialisé. Mais quand je suis un généraliste et j'ai quelqu'un qui arrive, je ne sais absolument pas ce qu'il a. En plus, il va mentir.
il ne va pas tout me dire, eh ben, le généraliste est encore plus performant. Et vous savez ce qui est encore plus performant? C'est un généraliste qui sait utiliser de bons outils pour lui permettre de travailler. Donc en fait, le grand enjeu du futur, ce n'est pas des IA qui vont remplacer les humains, c'est des humains formés qui comprennent leur métier, la notion de métier est importante, et qui vont pouvoir maîtriser, faire évoluer et entraîner ces machines. Et au fur et à mesure, on fera diverger et on éduquera ces machines. Donc, si vous comprenez une chose, c'est que dans le secteur de la santé, donc, le cerveau, on n'y comprend absolument rien. 100% d'échecs sur Alzheimer, donc vous voyez à peu près le truc. Par contre, réparer une jambe, améliorer les choses, ça oui, alors là, je peux vous dire, tout ce qui est donc de la mécanique fonctionne très bien et à mon avis, on va pouvoir progresser. Maintenant, si on parle en termes de projection de recherche, parce que ça c'est important, on vous dit, mais demain, on va guérir tout le monde. J'espère, hein, je suis très... Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de gens qui vont connaître... Est-ce que vous avez entendu parler de la serendipity? Vous savez ce que c'est? C'est comment j'organise pour avoir de la chance. Parce qu'en réalité, la chance n'arrive pas toute seule. Vous savez, Fleming, s'il avait jeté sa boîte de pétri en revenant de vacances, eh bien, il n'y aurait pas eu de pénicilline. Et en fait, les gros travaux, on travaille pas mal en ce moment, vous avez deux grands mouvements. Vous avez ceux qui disent que le cerveau humain est un problème, donc c'est les intelligences artificielles, donc ces algorithmes, et qui pensent que demain, le cerveau pourrait être remplacé par des machines. Aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est faux et c'est une escroquerie. Et vous avez un autre groupe qui disent, finalement, dans les problèmes complexes dont on ne peut pas prévoir, il faut un cerveau humain, on va essayer de l'augmenter. Et là, vous avez deux groupes. Vous avez ceux qui disent, on ne va surtout pas toucher au cerveau, parce que dès que je mets une puce dedans, je change le fonctionnement du cerveau, donc je ne sais pas ce que je fais. Donc on va développer des outils, des algorithmes pour les aider à travailler. Donc on démultiplie la puissance, mais le cerveau généraliste, on n'y touche pas. Et vous avez d'autres qui disent, ah oui, mais attendez, on va mettre des puces là-dedans, donc c'est Elon Musk. Et le problème, c'est que ces gens-là croient que les cerveaux artificiels vont pouvoir porter, vous savez, ces cerveaux transhumanistes. Donc, pour conclure, et je crois que c'est très important, il y a des fous sur Terre, avec ou non l'IA, avec ou non le temps, ils pourront agir. Aujourd'hui, je suis capable de vous fabriquer un robot tueur. Il suffit que je change la ligne de code, demander l'autorisation à l'humain, je vire cette ligne et ça devient un outil tueur. Donc ce n'est pas la techno, c'est les fous qui vont les exploiter. Ça, c'est le premier point. Sur le CRISPR, et tu as tout à fait raison, aujourd'hui, les Chinois ont déjà manipulé un embryon humain. Ils prétendent qu'ils ont arrêté le développement. Et vous avez ensuite, de l'autre côté, toutes ces technologies qui vont réparer les gens, qui vont les aider, qui vont en progresser. Et là, je pense que c'est quelque chose qui est très utile. Mais il faut maîtriser. Et je pense que ce sont les citoyens qui doivent, eux, donner leur mot. Quand ils ne comprennent pas, ils ont raison de dire « je ne comprends pas ». Et que vous devez penser, c'est demain, que vont faire les gens. Alors le grand scoop, c'est que plus les gens seront bizarres, comment dire, non, parce que la folie c'est relatif, hein. Mais tous les gens qui vont penser autrement, les créatifs, tous ceux qui vont dire je ne comprends pas, tous ceux qui vont remettre en question les choses, je peux vous dire une chose, c'est ceux dont on va avoir besoin pour faire progresser les choses. Et la question qui va se poser en termes d'emploi, c'est que ceux qui n'avaient pas des emplois qualifiés, comment on va pouvoir les occuper? Et donc là, on a un vrai problème de formation, de compagnonnage et d'amélioration. Et là, je vais faire un peu une pub pour le rapport France Stratégie. Il y a eu le rapport Villani, dont vous avez entendu parler, qui n'a vu que le côté technologique et qui est un peu 1,5 milliard pour devenir les leaders de l'IA, c'est une absurdité. Et vous avez un autre rapport qui est sorti, qui s'appelle IA et travail de France Stratégie. Donc c'est Salima Benamou qui l'a co-rédigé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport s'est intéressé au problème de la formation, de l'emploi, et comment faire cohabiter ces IA avec des gens. Eh bien, je peux vous dire que l'enjeu majeur, c'est de former des gens qui vont être capables de donner du sens métier à ces données pour pouvoir en faire quelque chose. Et là, croyez-moi, nous les Français, si on change un peu et on revient vers ça, on fait quelque chose que les Chinois et les Américains ne peuvent pas faire. Donner du sens métier, ça ne savent pas faire. Ils savent faire de la techno. Aujourd'hui, faire un programme de deep learning, c'est du commodity. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de donner du sens métier. Et là, je pense qu'on a de quoi faire. Voilà.
Merci. Alors, je vais revenir, parce que puisqu'on est là pour débattre et que vous avez un peu taquiné, on va dire, notre ami Cédric Villani, débattons. Enfin, il n'est pas là. Donc, voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que ce que vous dites, oui, c'est une absurdité. C'est-à-dire que lui, bon, il pense, il y a beaucoup d'intelligence parmi nos jeunes Français qui sont effectivement... qui vont travailler ailleurs, qui sont formés chez nous très bien, et puis ensuite qui vont travailler ailleurs. Et ce qui est intéressant, donc pour les garder, il y a peut-être une manière extrêmement simple et économique, mais c'est peut-être pas nous qui avons les clés. C'est au lieu de les payer 15 fois plus qu'on les paye aujourd'hui en France, il faudrait les payer 17 fois plus. Donc ça, on va voir si on y arrive, parce que c'est bête et méchant. Mais ce qui est, il me semble peut-être plus intéressant dans ce que vous dites, c'est que au lieu... Je pense que cette bataille-là, il faut quand même en être. Parce que la bataille technologique, si on a des bons informaticiens, des bons ingénieurs, il faut trouver un moyen de les garder et qui travaillent pour la France et pour le rayonnement de la France. Donc je pense que c'est quand même pas une question qu'il faut abandonner. Mais ce que vous dites, sur lequel peut-être il faut insister pour terminer, c'est que l'apport de l'Europe, ça peut être autre chose. Au lieu d'être simplement, même s'il ne faut pas abandonner cette bataille-là, dans la technologique de faire mieux que les Américains, mieux que les Chinois, mieux que les autres sur ce terrain-là, c'est qu'on aurait quelque chose, nous, à construire, qui serait de l'ordre de ce que vous avez ébauché, mais peut-être qu'on peut encore approfondir un peu avant de donner la parole à notre troisième intervenant, qui serait de l'ordre de l'alliance entre la machine et l'homme, et plutôt que de voir la machine comme un concurrent, c'est de se dire, laissons à la machine ce qui est de l'ordre de l'automatique, et qui peut du coup être automatique beaucoup plus puissant que nous, mais qui est quand même programmé par par l'homme, pardon. Et par contre, proposons quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est irremplaçable, c'est-à-dire de ce que peut proposer l'homme, que ce soit de l'ordre de la créativité ou de l'éthique. Est-ce qu'on peut dire encore peut-être un mot là-dessus ? Oui, tout à fait. Évidemment on forme de très bons ingénieurs et de mathématiciens. Ce qui est un peu gênant, c'est qu'ils sont débauchés à prix d'or. C'est-à-dire que vous savez que quand on dit on va protéger nos boîtes d'IA, on en a les mecs de CAFA et tout, ils disent on s'en fout, on vient vous débaucher les mecs. Donc ils n'en ont même plus besoin. Donc c'est devenu la place offshore. Donc nous avons de très bons ingénieurs et très bons que nous payons avec nos impôts. Donc l'idée, c'est de les garder pour créer. Donc là-dessus, attention, c'est clair et net. Ça, c'est le bœuf à bas. Mais ce qui est très important, effectivement, c'est de donner du sens métier et de la prise de décision. Parce que vous savez, ce qui est important, c'est que les IA ne génèrent que des corrélations. Or, dans nos métiers, ce qu'on veut, c'est des relations de cause à effet. Pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je peux en tirer ? D'accord ? Eh bien, ça, c'est une valeur qui est énorme et qui ne peut être faite par des gens qui ont une compréhension du métier. En gros, si vous voulez, si je prends une banque, je ne dirai pas le nom, mais si vous voulez, je suis client d'une banque. Je déteste quand j'appelle et taper sur un ou machin. Cette banque a la particularité, c'est que quand vous n'y arrivez pas, vous prenez le téléphone, vous tombez sur un humain. Et vous savez, cet humain, ce qu'il a comme capacité, c'est de déroger aux règles. C'est-à-dire qu'on a un humain qui va dire « Monsieur Géa, je vous connais. Effectivement, ce n'est pas possible. » Donc c'était comment ouvrir un compte bancaire quand on n'a pas de RIB alors qu'on n'a pas de compte bancaire, donc on n'a pas de RIB. Vous voyez ? Donc vous tournez en rond assez longtemps. Eh bien, vous téléphonez, cet humain va vous dire « Oui, c'est vrai. » Et d'ailleurs, il suffit que son père lui donne le RIB. Donc vous avez cette réponse. Eh bien, c'est ce qui fait la différence. C'est que cet humain-là, au fur et à mesure, quand ça va arriver souvent, eh bien, il va dire, voilà une nouvelle règle qu'on pourrait définir, va être transférée sur les algorithmes. Et à partir de ce moment-là, vous avez donc une alimentation d'un meilleur service, d'une meilleure compréhension. Et là, vous avez un avantage concurrentiel. Et j'ai fait une conférence devant 150 assureurs qui étaient paniqués. Vous savez, et je leur ai dit, si vous n'avez pas d'activité complexe chez vous, oui, effectivement, vous êtes mort. Donc cultivez, vous savez, tous ces gens qui vous embêtent dans les boîtes et que vous voudriez bien voir dehors. En réalité, ce sont des pépites. Et c'est ça qu'il faut prendre. Et le point pour moi très important de formation, j'ai découvert la sémantique générale de justesse en faisant un DEA de sociologie à Dauphine, après Centrale. En fait, on devrait, avant que les enfants ne soient formatés par le cartésianisme, et ça va très vite, même les littéraires sont cartésiens, c'est de les obliger à la créativité. Vous savez, Einstein, on a dit qu'il était génial parce qu'il posait à l'âge adulte des questions d'enfant. C'est tout simplement que c'est ça, la créativité, se poser des questions, et toute question est légitime. Vous avez le droit de vous poser des questions, vous avez le droit de ne pas comprendre. Il faut oser.
Eh bien, cette qualité-là, aujourd'hui, est en train d'être détruite. Nous, je dirige une société qui fait donc des modèles heuristiques non mathématiques. Vous voyez un peu, on est seul au monde à faire ça. Eh bien, pour trouver des biologistes intégrateurs capables de travailler sur notre approche, c'est la croix et la bannière. Le système éducatif ne forme que des spécialistes qui sont convaincus qu'ils ont raison. Et en fait, on a besoin de gens, dans notre approche heuristique, c'est l'enquête policière, de gens qui cherchent à prouver que ce qu'ils racontent est faux. Vous imaginez ? Eh bien, la croissance de notre société est limitée par ces gens-là. Il faut, quand on en a trouvé, c'est un grec qu'on a trouvé, 3 ans de déconstruction, 5 ans de formation en compagnonnage pour qu'ils puissent commencer à fonctionner sur une approche opposée. Donc le cartésianisme, c'est super pour fabriquer des avions, mais pour créer le monde de demain, pour créer tous ces éléments, nous avons besoin de gens à la fois capables de se projeter et d'avoir des idées, mais qui comprennent ces technos pour en tirer le maximum. Voilà. Merci. Alors, on va d'abord se tourner donc vers Julien de Serrois, qui est alors photographe et biohacker, et je vous laisse expliquer ce que ça veut dire d'être biohacker. Alors, merci pour l'invitation, déjà. Donc, biohacker, c'est une catégorie qui fait partie du transhumanisme, c'est-à-dire rajouter des capacités au corps humain grâce à la technique, donc les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, je me suis intéressé à ma partie cognitive, qui est dans le cerveau, on va dire. Mais plus concrètement, je me suis fait intégrer en fait un aimant dans la main qui me permet de me faire sentir les champs électromagnétiques comme une sensation de toucher. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très commune encore pour le moment. Je ne pourrais pas vous montrer concrètement ce que je ressens, mais je peux vous inviter à acheter des aimants néodymes que vous trouvez partout, et à les approcher de vos chargeurs ou plus facilement de vos micro-ondes. C'est là où il y aura le plus d'effets. Vous pourrez plus sentir en fait ce que je ressens moi grâce à cet implant. Donc moi, ça m'a permis de rajouter une sorte de 6e sens, de me rajouter un 6e sens concrètement, et de jouer avec par curiosité, de trouver des endroits où il peut y avoir une source de radiation électromagnétique. Donc ça peut être de la haute tension, ça peut être un téléphone, ça peut être plus simplement des bornes anti-vol. Il peut y en avoir partout. Et donc, quoi rajouter ? Et qu'est-ce que ça vous apporte concrètement dans votre vie est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire en fait cette envie que vous avez eue d'avoir cette sensation de ces champs électromagnétiques, et de quelle manière ça enrichit en fait votre quotidien, votre horizon ? Alors moi, ça m'enrichit quotidiennement. Je peux vraiment sentir, avoir une nouvelle sensation. Donc, vous pourrez faire l'essai. Vous pourrez faire un essai vous-même avec un aimant. Mais on peut même le faire ce soir d'ailleurs, on voulait vous proposer. Peut-être que Manuel, je vous sens candidat, vous pouvez peut-être vous pouvez nous faire une expérience là tout de suite. Si vous nous trouvez un chargeur ou un micro-ondes, je ne sais pas. Mais en tout cas, on aime bien l'aventure. Pour un chargeur d'ordinateur par exemple ? Ouais, c'est ça. Est-ce que ça peut... Il faudra le brancher par contre. Ah non, ça c'est... d'ordinateur en fait. Donc comme sensation, je vais vous expliquer, c'est juste une vibration. Quand vous approchez un aimant en néodyme d'une source électromagnétique, il va se mettre à vibrer. Donc je ressens comme une vibration et que j'interprète comme une texture un peu impalpable qui se rajoute à mon sens du toucher. Et on va voir si ça fonctionne. Oui, ça peut fonctionner. Est-ce que je suis encore dans le cadre ? Il faut prendre l'ordi. Ça, je suis pas sûre qu'un algorithme aurait réussi à nous aider. Voilà, exactement ça. Exactement. Voilà.
Donc, ouais, il faudrait prendre l'ordinateur. Je vais m'en occuper. Ah, pas celui-là, pardon. Est-ce qu'en te mettant comme ça à sa place, tu peux arriver à toucher le... Ah, le problème, c'est qu'il faut vraiment un ordinateur au bout qui charge, qui tire. On va y arriver. Comme j'ai aucune idée de comment tout ça fonctionne, on m'avait dit qu'on pouvait expérimenter. Et je pensais que c'était plus léger, mais voilà, ça montre qu'il y a de la créativité sur l'estrade. Voilà. Et dans la salle. Alors du coup, et si une ou deux personnes dans la salle, si ça marche, veut expérimenter cette sensation, ce sixième sens. Là, si tu approches ton aimant, donc ici, tu vas le sentir vibrer. Ouais. Tu le sens. Là, c'est ça que je ressens en fait quand j'approche ma main. Ah oui, il y a une petite vibration, c'est 50 Hz, non, c'est ça? Ça dépend de l'alimentation. Ah oui. Ça fait des petits fourmillements. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui veut faire cette expérience? Non, ça fait pas mal. Ouais. Je suis sous codéine et d'Affolgan. Non, c'est très. Il faut vraiment arriver très près. Hein. C'est juste à ce niveau. C'est vraiment très très léger. Il faut l'écarter en fait du chargeur. Un tout petit peu, ouais. Mais c'est pour ça que j'ai entrepris de faire cette. L'intérêt, c'est de rajouter un. L'intérêt, c'est de vraiment rajouter un nouveau sens. C'est l'amélioration en fait de mes capacités grâce à la technique. Que vraiment un intérêt d'augmentation des capacités. De toucher, de ressenti. Et c'est quelque chose qui est impossible à ressentir naturellement. Ouais, je ressens les champs électromagnétiques, c'est ça. J'aurais une question. En quoi est-ce que vous l'utilisez dans votre art? Parce que vous êtes photographe, ouais. Je crois. Est-ce que vous utilisez ce nouveau sens que vous êtes ajouté aujourd'hui Non, pas dans ma pratique artistique. Elle m'a juste permis de m'interroger sur des nouveaux rapports à la photo, sur des thèmes que j'ai eus à l'école, par exemple. Mais je m'en sers comme d'un outil aussi. Et je peux attraper, je bricole beaucoup. Par exemple, je peux attraper des vis ou des aimants. Je peux vraiment, les saisir très facilement. Et ensuite, je peux ressentir des choses qui ne sont pas possibles de sentir en temps normal, sans s'augmenter. Et cette idée, elle vous est venue comment En allant sur Internet il y a 5 années, et puis par curiosité, après avoir lu des personnes qui avaient entrepris de faire cette modification. Il y en a beaucoup? On a une idée de combien de personnes ont des aimants Pas implantés? vraiment. Pas vraiment. Moi, je dirais moins de 1000 personnes mondialement. Mais c'est vraiment une estimation. Non. Oui, parce que vous avez aussi tous les gens qui, vous savez, qui ont des pointes et toutes ces choses-là. Pour l'instant, on ne pourrait pas dire qu'ils, d'une certaine façon, s'ils mettent un aimant, ils deviennent augmentés. Mais ça, il y en a un paquet, non? Le problème de ces implants, c'est qu'ils sont en titane. Ils ne sont pas en néodyme. Le néodyme, c'est une terre rare qui permet la fabrication des aimants. Et c'est un des seuls qui est assez magnétique, qui se met à vibrer en fait assez fortement pour qu'on puisse le ressentir. Alors peut-être avant d'ouvrir les questions à la salle, peut-être une dernière question, vous faire réagir peut-être par rapport aux échanges qu'on a pu avoir. Bon, vous êtes donc on va dire un humain augmenté, mais c'est quelque chose que vous avez fait vous-même. D'ailleurs, je ne sais pas qui a fait cette implantation, vous-même Non, pas cette modification-là.
C'est indiscret de vous demander comment ça s'est produit? C'est un perceur parisien. Mais il y en a un seul en France qui le fait. Alors pour ceux qui sont intéressés, évidemment, La République En Marche, ce fera un plaisir de faire passer l'information. Mais d'une manière, d'un point de vue, on sent bien que c'est quelque chose qui vous est propre, qui vous convient, dont vous êtes satisfait. Pour autant, ça m'intéresserait en fait de vous entendre sur effectivement les excès en fait éventuels des transhumanistes ou de ceux qui voudraient. Est-ce que pour autant vous êtes dans une philosophie qui vous fait penser que vous avez une augmentation très limitée, mais qu'il n'y a pas de limite en fait à l'augmentation de l'humain? Pourquoi pas faire plus? Ou est-ce que vous-même vous êtes amené à beaucoup réfléchir à ces questions-là et à vous être fixé à vous-même des limites éthiques, au-delà duquel vous considérez que vous perdriez un peu votre nature d'humain? De mon point de vue, l'éthique, il faudrait presque s'en séparer. Je pense qu'on a déjà commencé. On peut considérer tout le monde comme transhumain aujourd'hui. On a tous un smartphone, c'est un peu l'extension de notre mémoire. On ne peut pas s'en séparer. C'est vraiment un outil qu'on utilise. On boit tous du café. Le café, c'est en quelque sorte transhumaniste, parce qu'on augmente nos capacités grâce à une alimentation. Et je pense qu'il ne faut pas freiner cette amélioration des capacités humaines, mais il faut voir comment ça tournera. Ça, je peux pas. J'ai mon avis, moi je suis pour, mais je suis pas futuriste. Je suis pas futurologue, pardon. Je saurais pas répondre vers. Je saurais pas répondre. Alors, ce que je propose, c'est peut-être un mot de conclusion, donc Manuel. Et ensuite, on fait Guillaume, et puis ensuite, on écoutera vos questions. Alors, effectivement, les transhumanistes existent. D'ailleurs, régulièrement, ils m'appellent pour que notre société vienne montrer que la mort est une maladie et pas un phénomène naturel. Donc, ils sont déçus tous les ans. Je crois qu'il y a 3 types de transhumanistes. Il y a ceux, comme lui, qui font des choses personnelles, sous leur propre responsabilité. Après, je veux dire, je n'ai pas d'avis. Vous avez un deuxième groupe qui, lui, commence à faire des expérimentations sur lui-même, mais qui peuvent amener à des changements profonds et irréversibles, qui vont même jusqu'à tester des produits anticancéreux, parce qu'on a dit que ça pouvait marcher. Bon, c'est un peu embêtant, mais ça va. Par contre, ce qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui veulent changer la société. C'est-à-dire qu'ils vont dire, non, c'est tout le monde qui doit se le faire. Et là, ça devient grave, parce qu'aujourd'hui, les technologies sont là, le CRISPR-Cas9, mais tout est là pour modifier le génome, pour faire tout et n'importe quoi. Et comme je disais, il y a des fous partout. Les technologies, je crois que ce qui change cette révolution, on va dire digitale et biotech par rapport aux précédentes, c'est qu'avant, quand une centrale à charbon explosait, bon, c'était pas trop grave, et quand vous aviez un accident, c'était limité. Là, vous avez une de ces technologies qui est disséminée, fabriquée par exemple une bactérie multirésistante, est très facile à faire. Donc là, maintenant, on a des technos qui peuvent nous échapper plus facilement. Et je crois que le législateur doit bien adapter en fonction, vous savez, du type de menace et de comportement, adapter les choses. Et il y a peut-être des choses où il faut accepter de dire c'est interdit et ça sera comme ça. Et puis dans d'autres cas, laisser des expérimentations. Parce que la limite, vous savez, entre je répare et j'améliore, elle est floue. On veut tous se réparer quand ça va mal. On veut effectivement améliorer un petit peu. Mais si on commence par exemple à n'avoir que des garçons, parce que c'est en Chine, maintenant vous avez trop de garçons par rapport aux filles, donc on va maintenant perturber le système. Et puis il y a une chose aussi qui est très importante, et j'arrêterai là-dessus. Je discutais avec Pascal Pic, qui est un anthropologue, un ami, on discutait. En fait, nous sommes en train de vivre une extinction massive des idées originales et de la diversité des choses. Et comme tu disais, quand le futur est incertain, le seul moyen d'avoir une chance de s'en sortir, c'est au contraire d'augmenter la diversité des options et des possibilités. Aujourd'hui, avec la pensée dominante du digital et des IA qui en fait sont en train de nous rendre conservateurs, le fait qu'on ne fait plus de recherche fondamentale, que l'on est en train de devenir très opérationnel sur l'application, eh bien, vous avez beaucoup de milliards qui sont dépensés, mais tous dans le même sens. Et je pense que la chose qu'il faut prendre, c'est que le digital, en fait, est un accélérateur de la destruction de cette Kondratiev, du cycle de Kondratiev. Mais peut-être l'accélérateur si
on sait s'en servir et si on a justement ces hommes et femmes métiers, ces gens originaux qui vont le faire. Donc ça c'est amusant, c'est que la même cause est en train de détruire des pans entiers de la société, mais va être un extraordinaire développeur d'une société qui sera ce qu'on voudra. Mais aujourd'hui, je crois que dans les programmes, je vis avec l'ANR, il faut diversifier les programmes, laisser à des gens qui ont des idées un peu folles de faire de la recherche, parce qu'il faut préparer tout le futur. Et là c'est pareil, l'Europe, elle a un coup à jouer. Les Chinois, ils sont tous sur des choses simples, les Américains aussi. Eh bien, aujourd'hui, on veut faire comme les Américains, les Suisses, pas les Suisses, les Chinois. À un moment donné, il faut accepter de faire autrement. Voilà. Moi, il y a toute une partie du débat qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie anthropologique. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que derrière, il y a une recherche fondamentale derrière ces questions, c'est finalement qu'est-ce qu'un homme et quelle est sa distinction par rapport à la technique. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un élément de définition qui a surgi, qui serait la déspécialisation des hommes par rapport à la spécialisation des techniques. C'est vrai que normalement, un outil sert à une chose, deux peut-être, pas beaucoup de choses, et il n'est pas capable de s'adapter, en tout cas un outil informatique. Et c'est pour ça qu'une intelligence artificielle n'est pas une intelligence au sens humain, parce qu'en effet, elle est spécialisée, en fait, elle va dans un sens. Pas de possibilité de transgression. Et ça m'a fait penser aussi à la robotique. On est très fasciné ces temps-ci par les exosquelettes, les prothèses intelligentes, etc. Et en fait, souvent, c'est le même problème, c'est qu'elles savent faire une chose. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des images de Oscar Pistorius, qui avait des lames à la place des jambes avec lesquelles il court extrêmement vite. C'est vrai que ces prothèses sont fascinantes, mais en fait, elles ne peuvent que courir. C'est-à-dire que si il s'arrête de courir, il tombe. Donc en fait, il est obligé de changer de prothèse juste après. Et c'est pour ça que à la fois elles sont fascinantes et à la fois, en fait, les jambes, c'est mieux d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, c'est moins spécialisé. Voilà. Et après, autre chose auquel je pensais, c'était une chose m'intrigue un peu avec l'idée d'implant, c'est qu'en fait, finalement, ce que tu t'es implanté, finalement, c'est un outil qu'on pourrait tenir dans la main et puis avec l'utiliser. Et du coup, ce qui m'intrigue, c'est quelle est la recherche de vouloir modifier le corps lui-même plutôt que de tenir un outil qui fait la même chose. C'est toujours ce truc qui m'intrigue un peu, c'est quel est le désir sous-jacent de transformer la biologie plutôt que de dire bon, bah, y a la biologie et puis les outils. Donc, si tu as une réponse. Et je rajoute juste un dernier truc après. C'est avec l'idée du smartphone. C'est vrai, je suis vraiment d'accord. Il y a un côté, on est déjà un peu transhumain, à être complètement, à vivre quasiment. J'ai mon smartphone dans ma poche, par exemple. Quand il n'est pas là, j'angoisse. Ce doudou pour adulte me manque. Et c'est vrai qu'il y a un truc, c'est vraiment un outil qui fait quasiment partie de nous. Mais précisément, ce qui m'intrigue, c'est que oui, ça nous ajoute des sens et des possibilités. J'ai accès au monde par le smartphone, mais en même temps, moi je suis prof dans un lycée, donc je l'observe, enfin en même temps je fais aussi partie de cette génération. En même temps, j'ai l'impression qu'on a une perte de sensibilité. C'est-à-dire ça rajoute des possibilités et des sens, mais en fait, avec cette obsession du petit écran, mes sens naturels, mes yeux, mon toucher, mon ouïe, mon odorat, je m'en sers moins. Et donc c'est ça qui m'intrigue un peu. Est-ce qu'il y a pas cette possibilité, en essayant de compléter la nature par tout un tas de sens, de perdre les possibilités de la nature qui sont hallucinantes. Ouais, donc, ouais, bon, voilà. Alors une réponse de Julien Desserrois et ensuite la parole est à vous. La seule raison, c'est la praticité, en fait. C'est comme le smartphone, je reprends encore cet exemple. Sinon, on aurait une carte dans la poche, on aurait un lecteur de cassette, on aurait un téléphone fixe. C'est juste une question de praticité. Des questions? Alors, on va attendre simplement d'avoir le micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Bonsoir, je m'appelle Sarah. J'ai une question pour monsieur, parce que vous m'avez intriguée avec votre implant. Alors déjà, vous avez dit que vous vouliez augmenter vos cognitions. Les cognitions, il faut savoir qu'elles sont partout dans le corps.
et pas simplement dans le cerveau. Il faut savoir que nos neurones partent du ventre, donc l'intelligence, une partie de l'intelligence part du ventre, et les cognitions, c'est toutes nos perceptions. Donc c'est la vue, c'est le toucher, c'est l'ouïe, et que ces cognitions peuvent être aussi surefficientes pour certaines personnes. Et à l'heure actuelle, la chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on n'a pas encore étudié le cerveau de tout le monde, et entre autres des autistes Asperger de haut niveau, qui pourraient montrer à Stanislas Dehaene, entre autres, que l'homme, l'être humain, est fait de différents types de cerveaux et qu'il y en a d'autres, il y en a certains qui sont surefficients par eux-mêmes. Vous sentez quelque chose avec votre petit truc. Moi, j'ai senti des petites vibrations, mais rien de spécial, quoi. Et je pense que je peux les sentir aussi sans. Et c'est ça qui m'intrigue. Je ne vois pas du tout le but de l'implant et en quoi ça vous augmente quelque chose. Je ne vois pas. Comment vous répondre? Ça, c'est vraiment une sensation, parce que là, vous n'avez pas eu un exemple concret, mais enfin, si, c'est un exemple concret, mais qui n'a pas été assez puissant à mon goût. Enfin, je l'ai pu sentir avec ma main. On veut bien aussi. vous faire le crédit que c'était pas optimal. Mais c'est vraiment quelque chose qui est concret. Vous pouvez vraiment sentir des choses. Ça m'est déjà arrivé de m'arrêter dans la rue, de sentir. Je ne savais pas d'où ça venait. Et après, j'ai appris qu'il y avait une centrale EDF à côté qui changeait, qui transformait l'électricité. Ou le sens, c'est juste d'augmenter mes capacités. C'est de la curiosité. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire... oui. En fait, c'est qu'il utilise son sens du toucher, qui devient sensible à un champ magnétique, mais c'est en fait son cerveau sur la partie touchée qui va interpréter. Donc ce n'est pas un sens supplémentaire. Par contre, il est capable maintenant de détecter les champs magnétiques comme font les oiseaux avec des petits cristaux dans le cerveau. C'est tout. Mais effectivement, c'est... Ah, ça, c'est autre chose. Ça, faut les demander. Ça, je pense que je suis le seul à savoir, mais je peux vous inviter à tenter l'expérience de l'implant. J'ai déjà assez de perceptions comme ça qui me prennent suffisamment de jeux. Une autre question? Merci, bonsoir. Merci pour vos interventions respectives. Je suis néanmoins légèrement surpris de ne pas vous avoir entendu parler du principe de précaution. C'est facile d'aborder le thème et je vais m'y risquer 2 secondes. Je reste convaincu que le principe de précaution ne ralentit pas l'esprit d'innovation pourvu que l'on comprenne bien le principe de précaution qui est devenu constitutionnel dans notre pays depuis maintenant 15 ans. J'aurais bien aimé avoir votre avis sur ce sujet parce qu'il n'est pas toujours perçu ainsi. Je vous en remercie. Alors, c'est une excellente question. Je fais partie de ceux qui considèrent que le principe de précaution est une bonne chose, mais c'est la dérive de ses utilisations qui pose problème. Et je vais même jusqu'au principe de responsabilité. Quand vous avez un scientifique qui vous dit « je vais faire ce truc, j'en prends la responsabilité, mais en gros, il va changer des choses qui ne le concernent pas », j'appelle ça des irresponsables. Donc, le principe de précaution sur certains sujets, par exemple les nanotubes de carbone, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui voulaient les mettre dans les pneus et dans les freins, alors que c'est la même taille que les morceaux d'amiante. D'accord ? Donc là, à un moment donné, il faut quand même mettre les choses au clair. Ce qu'il ne faut pas, par contre, c'est utiliser ce principe pour empêcher des choses qui n'ont pas des conséquences graves, mais d'en servir en fait en lobby. Parce que vous savez, les pour et les contre d'un sujet, il y a toujours des intérêts derrière. Je collabore, vous savez, avec Caroline Fayet qui écrit L'art de la guerre digitale et les fake news qu'elle vient de sortir. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est contre, en fait, il est contre, mais il y a toujours un intérêt qu'il faut trouver. Et le problème est là. Le dernier point aussi, c'est qu'il faut raisonner en application. Par exemple, j'ai lancé une étude sur les OGM. Vous savez, vous aviez les OGM alimentaires et les OGM, c'est-à-dire nous, les pharma, dans des usines fermées qui produisaient des produits qui n'étaient pas OGM. Eh bien, les producteurs d'OGM alimentaires, donc les semenciers, disaient c'est la même chose et vous devez être avec nous. On a dit non. Une technologie, c'est une chose, c'est son application qu'il faut regarder. Et par application, on va définir un bénéfice-risque. Et effectivement, dans le secteur santé, quand vous avez des biotech qui fabriquent, vous savez, des anticorps, bah, le bénéfice-risque est exceptionnel.
Mais cette même technologie pour faire autre chose, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas parce que c'est bien là que ça va le faire. Donc oui, le principe de précaution, et je sais que je ne fais pas que des copains, je suis pour, mais avec une interprétation et une utilisation stricte des choses. Et je pense que de temps en temps, ne pas faire une connerie, c'est pas si mal que ça. Il me semble que ce qu'on reproche au principe de précaution, c'est de ralentir la recherche, de limiter l'innovation. En même temps, c'est vrai qu'il est fait pour ça. C'est son but, en fait, de ralentir certaines dimensions de la recherche. Du coup, c'est vrai que c'est problématique. Ça veut dire qu'une société peut choisir de ne pas avancer dans la connaissance de certains phénomènes ou dans certaines productions techniques. Et il me semble que l'origine, en tout cas du côté de l'histoire de la philo, de ce principe, c'est le livre d'Ancionas, le principe responsabilité, qui en fait part du constat que, en gros, la recherche technique se fait indépendamment de ses conséquences. Donc, c'est-à-dire on fait des recherches c'est comme ça, c'est la recherche, elle cherche à découvrir des choses, elle ne s'occupe pas a priori des conséquences. Et le deuxième postulat, c'est qu'à partir du moment où on trouve quelque chose, l'humanité ne peut pas ne pas s'en servir. On ne sait pas, en fait, ne pas se servir d'un outil qu'on a inventé. Et du coup, ce que dit Ancionas, c'est que finalement, la technique, l'évolution technique devient autonome des choix politiques. C'est-à-dire, en gros, on fait de la technique, ça modifie notre réalité, ça avance, mais même si on ne l'a pas choisi. Et il a cette phrase très bizarre, il dit la technique est devenue sauvage. C'est-à-dire le contraire de ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire un moyen de maîtrise pour les hommes. En fait, d'une certaine manière, il est possible que certains processus techniques nous échappent des mains, deviennent autonomes de nous-mêmes et nous tirent avec eux, quoi qu'on en pense, en fait. Et du coup, je pense que la conséquence du principe de responsabilité, c'est vrai qu'elle est assez radicale. C'est de dire, en fait, certaines recherches doivent être stoppées. C'est carrément ça. Donc moi, je pense alors c'est vrai qu'il faut faire attention à pas tout stopper. En plus, il y a aussi le problème de la concurrence internationale qui se rajoute à ça. C'est-à-dire si les autres pays progressent, on se dit on est en retard et tout ça. Et donc ça met une espèce de pression. Mais bon, si c'est pas parce que le voisin dans la cour de récréation fait des conneries qu'on est obligé d'en faire. On peut s'auto-limiter aussi, ça fait partie de la sagesse. Mais bon, après, très concrètement, je ne sais pas exactement quelle piste de recherche il faut stopper, quelle piste de recherche il ne faut pas stopper. Mais en tout cas, je pense que l'idée de ne pas rechercher dans toutes les directions, c'est plutôt sage. Merci de vous présenter. Oui, Jean-Yves Revol. J'ai une question, mais qui concerne plus le contexte politique de tout ça. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et moi, ce qui m'angoisse un petit peu, c'est le fait de savoir est-ce que nos sociétés ont vraiment le choix sur certains sujets. Alors, lesquels ? Je pense notamment à l'aspect bioéthique, transhumanisme, etc. Pourquoi ? Parce que d'après ce que j'ai pu lire, ces sujets-là sont accaparés par les géants du numérique. D'accord. Donc c'est une autre logique. C'est une logique qui n'est pas démocratique. C'est une logique qui est une logique économique. Et savoir qu'une partie aussi fondamentale pour le devenir de l'homme échappe au contrôle démocratique, ça me pose un vrai problème. Et est-ce que vous avez des réponses ? Alors, comme ça, on pense effectivement que il y a des aspects un peu géographiques et culturels pour traiter ces sujets. On sait qu'en Europe, on est assez protégé sur la manière de traiter la chose. Par contre, la Chine ne va pas s'en approprier de la même manière. La Russie également, et les pays d'Orient, parce que les valeurs ne sont pas les mêmes. On retrouve des mêmes valeurs universelles, mais le poids donné à chaque valeur n'est pas la même. La violence et la force sera plus facilement admis en Russie, en Chine, elle ne sera pas admise en Europe, vous voyez, des choses comme ça. Donc, il y a un spectre de valeurs universelles, mais il y a un paramétrage qui sera différent suivant les contextes. Ça veut dire que ces choses-là vont être traitées de façon géographique, éthique, mais géographique, et la façon de le gérer, c'est une manière politique qui va conduire finalement à constituer des blocs de valeurs qui, à terme, vont s'affronter, parce que indirectement, il y aura toujours cette notion de concurrence par rapport au progrès, et c'est ça qui me fait peur. Comment gérer la concurrence par rapport au progrès, notamment sur ces sujets-là ? Il y a un mot de Malraux qui dit
au XXIe siècle, les hommes devront choisir leur Dieu. Ce n'est pas leur Dieu au sens de divinité, mais c'est leur valeur, leur repère. Et je pense qu'on est à cette période-là, et c'est une période qui est vraiment angoissante pour tout le monde. Voilà. Alors, il y a deux choses. C'est déjà un acte personnel. Nous, notre société, il y a des choses où on dit on ne fait pas. La technologie est disponible, on a refusé de travailler sur certains programmes, je vous dirai bien sûr pas quoi. C'est-à-dire qu'on est tous des citoyens, même quand on est des entrepreneurs, en plus, on sommes les propriétaires de notre société. Donc c'est plus pratique. L'autre point aussi, c'est effectivement, vous aurez toujours, c'est ce que je disais, des gens jusque-boutistes qui feront aussi d'autres choses. Je pense que l'exemple du RGPD est assez intéressant. Au début, on a dit l'Europe, mais vous êtes fous. Finalement, c'est en train de devenir un référent que d'autres pays sont en train de faire. Vous avez remarqué quand même qu'on vous demande votre avis, vous cliquez oui, parce que de toute façon, sinon, vous n'avez pas accès au service. Mais si vous voulez, il y a eu un travail qui a été fait contre les lobbies. D'accord ? Maintenant, au niveau de la régulation, je suis, parce que ça fait un bout de temps quand même que je suis dans le monde de la société civile et dans les affaires, je suis désespéré de voir des politiques se mettre d'accord sur des sujets qui dépassent les 5 ans, c'est-à-dire le temps de l'élection. Et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose des questions, qu'on accepte de ne pas faire. Et quelquefois, si vous voulez, comme je disais, hein, ne pas faire de conneries et d'être un havre de paix ou un havre de solutions de repli est peut-être intéressant. Par contre, ce qui m'ennuie beaucoup, effectivement, c'est que des grands groupes industriels... Hein, alors vous avez peut-être remarqué que Google, les actionnaires de Google, qui en avaient un peu marre, vous savez, de ces histoires Calico et tout ça, ont séparé. Donc vous avez maintenant une holding qui s'appelle Alphabet, qui est la machine qui fait de l'argent, qui est industrielle, et puis tous les projets qu'on appelle les moonshots, d'accord, ont été mis à part. Donc même eux commencent à se dire c'est pas très bon, parce que nous sommes tous, par notre clic, en fait, des citoyens et des votants. Or, justement, c'est la seule chose que craint des groupes, des multinationales, bah, c'est que les clients ne viennent plus. Vous savez que Facebook, avec ses histoires, est en train de baisser aux États-Unis en termes de... Donc je pense que, donc, l'acte personnel, puis après le deuxième point, c'est à chaque fois que vous achetez, à chaque fois que vous cliquez, eh ben, faites part de votre problème. Et je vous rejoins, il y aura des pays malheureusement où on ne se fait aucune illusion. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit faire un nivellement par le bas. Mais effectivement, c'est une vraie question et je n'ai pas toutes les réponses, hein, ça je peux vous assurer. Mais bon, on essaie de faire chacun ce qu'on peut. Je ne sais pas si je suis capable de répondre à la question. En fait, je trouve la question très intéressante et fondamentale, mais... Pardon. Non, ouais. Mais je pense qu'il y a eu déjà une réponse. Après tout l'enjeu des lois bioéthiques, c'est quand même aussi de poser des limites. Vous avez raison de poser la question de la dimension mondiale. Mais déjà, c'est très important qu'on fixe les limites pour nous, en France, et ensuite qu'au niveau européen, on puisse aussi avoir l'importance de rayonner en Europe sur ces questions, d'être un exemple pour l'Europe. Et il y a quand même il faut suivre avec beaucoup de minutie tout ce qui va se passer dans le cadre de ces débats parlementaires, mais il y a déjà quand même des limites assez fortes qui ont été mises par le Conseil consultatif national d'éthique et qui montrent qu'il y a une réflexion éthique en cours. Est-ce que vous avez le sentiment vous disiez tout à l'heure, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout, d'une fragilisation ou d'une voix qui serait moins forte de ce côté-là. Enfin, est-ce que vous avez des raisons de dire ça? Vous le laissiez entendre tout à l'heure, Guillaume. Oui, pour le Conseil consultatif. Oui, un petit peu, parce que en fait, jusque-là, le Conseil consultatif avait une grande indépendance. Il y avait des débats dont, en fait, apparemment, moi je l'ai lu simplement dans des articles de journaux, mais dont les participants ressortaient étonnés eux-mêmes du caractère fructueux du débat. C'est-à-dire ils arrivaient avec des idées, et puis en fait, la discussion collective produisait, c'était la raison communicationnelle. On arrivait à trouver des résultats un peu plus pertinents que ceux avec quoi on arrivait. Et maintenant, j'ai l'impression que il y a plus d'idéologie, c'est-à-dire plus de gens qui arrivent avec des positions très définitives dont ils ne bougent pas trop, et puis aussi plus de
précipitation. C'est-à-dire que c'est vraiment le seul fait qu'il faille réformer les lois tous les 5-7 ans et que c'est un impératif. Du coup, il faut prononcer un avis, etc. Il y a une espèce de précipitation qu'il n'y avait pas apparemment C'est pas tant avant. une précipitation que le fait, au contraire, de s'ajuster en fait aux innovations technologiques et de ne pas se laisser justement dépasser par la technologie. Donc Oui. plus il y a des lois, pour le coup, ce ne sont pas des lois qui vont dans le sens d'une inflation de lois impatiente, mais au contraire, c'est la loi qui régule et qui doit régulièrement revenir pour ne pas se laisser emporter par l'hubris. Ouais, je veux bien de juste citer ma technologie. source. En fait, c'est simplement un article de Didier Sicard, qui lui-même a été président, je crois, du CCNE. Et c'est lui qui écrit quelque chose comme ça. Mais voilà. On l'avait sollicité pour ce soir, donc ce sera peut-être pour une autre fois. Et je voudrais juste rajouter quelque chose quand même par rapport à la question de tout à l'heure. Je pense qu'il y avait un truc un petit peu fataliste dans l'idée que finalement, à la fin, chaque pays va faire ses recherches et puis on va constituer des blocs de valeurs. Il y a quand même des institutions internationales, donc on peut espérer quand même constituer petit à petit une société civile internationale, prendre des décisions collectives. C'est vraiment délicat, mais il me semble que pour le coup, un endroit déjà où on pourrait faire ça, ce serait l'Union européenne. Pour le coup, ce serait vraiment, si on arrive à le faire à cette échelle-là, ça pourrait tirer peut-être le reste de la communauté internationale. Je pense que c'est par là qu'il faudra commencer. Je vais vous donner un exemple. Donc, notre société, on est en France, mais on a 2 franco-américains, franco-néo-zélandais, un grec. Et nous sommes en France parce qu'en 2004, la France est un pays extraordinaire pour créer des boîtes, ce qui est le moins maintenant. Mais dans la boîte, nous avons des discussions de ce type. Et en fait, on a défini des principes cadres. Parce que, comme de toute façon, ça arrive à une vitesse grand V, on ne peut pas traiter chaque cas particulier. Mais on a fixé des principes. Est-ce qu'on ne va pas développer tel ou tel aspect? Et ça nous permet, comme ça, d'anticiper. Mais voilà, on a essayé à notre niveau, hein, attention, c'est pas. Et effectivement, on se rend compte qu'un franco-américain peut partager des mêmes valeurs qu'un français et tout. Et puis le dernier point, c'est que moi j'ai pas mal vécu, tu sais, dans pas mal de pays, je me suis beaucoup déplacé. Finalement, on n'est pas si mal en Europe, on se préoccupe un peu quand même de l'individu. Et que pourquoi pas que l'Europe serve de modèle comme le RGPD, en montrant que je pense qu'on a tous à gagner à ce que nos futurs consommateurs, nos futurs clients soient contents. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas vivre contre ces clients qui vous paient. Et je donne toujours un exemple, vous savez, aux États-Unis, pour développer les produits naturels, donc sans chimie, de nettoyage dans les hôpitaux. En France, vous allez dire, il va falloir faire une loi. Vous savez ce qu'ils ont fait aux États-Unis ? Google a dit, si vous allez dans un hôtel qui n'utilise pas ces produits-là, on ne vous rembourse pas la note de frais. Je peux vous dire qu'en l'espace de 4-5 mois, tous les hôtels étaient en train de développer des approches. Donc je pense qu'il faut à chaque fois trouver le truc, vous voyez, qui va motiver quelqu'un à avoir un comportement rationnel sans créer obligatoirement une taxe ou quelque chose de supplémentaire. C'est seulement y privilégier ceux qui partageaient en fait une valeur. Je n'ai pas dit qu'il faut faire, bien sûr, attention, ça c'est des anecdotes, mais ce qu'il faut montrer, c'est qu'en fonction du contexte culturel et des pratiques, on arrive au même résultat par des voies différentes. Comme aujourd'hui, les Américains vous disent on veut faire du pétrole et tout, n'empêche qu'ils sont en train de développer toutes les énergies propres, ils sont en train de développer vous savez, l'hydrogène, et le jour où ils vont être prêts, là maintenant ils vont y aller. Donc il faut bien regarder les États vous savez, aux États-Unis et les communautés qui ont des stratégies qui ne sont pas obligatoirement celles du fédéral. Bonsoir Nadine Rett, je vais aller un peu dans le sens de ce que vous disiez. D'abord, merci de parler de bioéthique et que ce soit compréhensible par des néophytes comme moi en tout cas, et comme beaucoup d'entre nous, je suppose, ici. Vous parlez de créativité et ma question, c'est plus une question d'inquiétude. C'est aujourd'hui nos enfants, quand ils naissent avec leur créativité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils puissent garder cette créativité tout en s'appropriant de manière saine toute cette nouvelle évolution et toute cette intelligence collective ? Parce que parfois, ça peut faire peur. Alors la première chose, je ferai comme tous les dirigeants des grandes boîtes de digital, je leur interdirais de passer plus de temps sur les tablettes. Donc, très bonne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que, vous savez, quand j'ai fait mon DA de sociologie, je ne pensais pas être cartésien. Donc, pendant 6 mois, je ne comprenais pas ce que me racontaient ces gens-là. C'était des sociologues, des psychologues, mais c'était le choc. Donc je voulais les trucider, bien sûr, parce que je venais de ça, j'étais intégrateur.
Et je pense que cette révolution culturelle a été salutaire. Mais je pense que c'est trop tard. Et donc, il faut, dès le début, arrêter de dire aux petits-enfants, vous savez, quand ils sont dans cette phase de construction, il faut que tu aies les bonnes notes, il faut ceci. Non, il faut au contraire qu'ils jouent avec... Vous savez, moi, quand j'étais petit, je jouais avec un jeu qui faisait des maisons, mais je faisais que des avions. Je jouais avec un tas de terre. Donc, c'est de cultiver cette créativité et de retarder, en fait, le moment où le cerveau va se formater pour devenir cartésien. De toute façon, il y arrivera sans problème. Et je pense sincèrement... hein, parce que j'ai cette expérience que j'ai faite, si je n'avais pas découvert la sémantique générale, donc mais je ne serais pas la même personne. Et je pense que je serais malheureux, parce que je m'éclate comme un malade dans ce que je fais. Je travaille sur des sujets, j'ai plusieurs sociétés, je monte des think tanks et tout, mais je suis sans avantage d'être créatif. Eh bien, je pense que notre système éducatif doit privilégier ces gens qui pensent un peu différemment. Après, bien sûr, il faut revenir les fondamentaux, hein, les additions, l'orthographe et tout, ce qui est une catastrophe en ce moment. Donc il faut revenir aux fondamentaux, mais dans un deuxième temps. Et comme ça, ils ont pu développer leur créativité. C'est une idée, attention, comme toujours, hein, c'est pas la panacée, mais ce que je sais, c'est que les gens qu'on recrute, nous, Biomodeling System, qu'on cherche difficilement, ce sont tous des gens qui étaient considérés par leurs employeurs comme des gens qui ne rentraient pas dans le moule, qui étaient chiants et qui les emmerdaient. Nous, c'est un critère nécessaire de recrutement. Et dernier point sur les programmes Horizon 2020, donc je discutais avec Anne Smith, qui est le patron de la DG Recherche, et je lui dis, mais ton processus de sélection ne favorise que l'innovation incrémentale. En fait, le consensus d'experts. Vous savez que le plus grand frein à l'innovation de rupture, c'est justement le consensus. Incrémental, c'est on fait mieux, mais pas différemment. Voilà. Eh bien, je lui expliquais qu'il fallait prendre comme critère nécessaire, mais pas suffisant, le désaccord des experts. Et à partir de ce moment-là, on bloque le process et on change. Et maintenant, ce qu'on dit, c'est, je vais chercher des utilisateurs exigeants, et pas les experts qui défendent un truc. Et puis ensuite, les gens, d'où vient la technologie. Et je vais leur laisser du temps pour pouvoir tester si ça tient la route ou pas. Je lui dis, si tu mets 25% de ton budget sur ces trucs-là, tu vas voir ce que tu vas développer. Bien, vous savez pourquoi ça n'a pas été fait? Ben, c'est parce que tout le réseau d'experts, toute la machine qui était là, ben, ils n'étaient pas contents. Donc on voit bien, si vous voulez, que les idées, on en a, mais c'est plus facile d'évaluer une innovation incrémentale simple que d'accepter de prendre un risque de réussir autrement. D'accord ? Donc nous, dans notre boîte, nous sommes les propriétaires de la société, donc nous prenons des risques sur nos fonds propres. Et on fait des choses qui, quelquefois, n'ont aucun intérêt, mais on sait que de toute façon, ça servira à quelque chose. On a 2 spin-off pharma qui exploitent. Et l'idée, c'est de dire, je prends un risque en faisant autrement, grâce au numérique et grâce à tout ça. Bah aujourd'hui, il est plus intéressant dans le secteur où je suis, avec le taux d'échec que vous voyez, de tenter quelque chose de différent, et vous avez plus de chances de trouver quelque chose qui va marcher. Donc ça paraît, hein, c'est un centralien qui vous dit ça, qui a fait... Mais sincèrement, je peux vous dire qu'il faut vraiment ouvrir les esprits, laisser aux gens... Moi, par exemple, je discute beaucoup avec des littéraires, des philosophes, parce que ça oxygène le cerveau, ça vous donne plein d'idées. Hein, et je suis là ce soir, alors que je suis la première fois que je viens, parce que je me suis dit, il faut aussi discuter avec la société civile, il faut discuter avec les gens. Voilà. Mais ce ne sont que des idées, attention. Hein. On va prendre une dernière question. Oui, bonsoir. Oui. Voilà, bonsoir. Véronique Stéphan, En Marche Loire-Atlantique. Moi, j'avais une question qui renvoie aux travaux d'un chercheur, d'ailleurs, puisque vous venez de citer des sociologues, des ethnologues qui s'intéressent à ces sujets, en particulier, donc, qui s'appelle Pierre Musso, qui travaille à l'Institut d'études avancées de Nantes, qui travaille sur l'industrie du futur, et qui notamment dit que derrière toutes ces innovations, qu'elles soient de rupture ou pas, etc., il y a effectivement une contingence business, mais qu'il y a surtout des projets de société. Et que ça, on ne le voit pas, et que parfois, on noyé dans toutes ces innovations et leur rapidité d'exécution, on oublie d'y mettre du sens. Voilà. Donc je voulais juste avoir votre réaction par rapport à ça, et pouvoir se dire que En Marche, on est un mouvement de réflexion, mais aussi un mouvement de réflexion politique. Donc effectivement, si derrière, c'est sous-tend des projets de vie collective, des projets du vivre ensemble, eh bien, on aura intérêt à se mobiliser à la bonne échelle, probablement européenne, mais aussi nationale ou même locale, pour reprendre un petit peu à notre compte humaine toutes ces technologies déshumanisées,
pour leur redonner du sens. Voilà, je voulais voir Je vais votre vous réaction. donner par un rapport à ça. exemple. Donc, je suis un ancien de McKinsey et ce qu'on vendait, c'était la désindustrialisation, qui est une catastrophe parce que si vous n'avez plus d'usine, vous n'avez plus le service autour. Vous connaissez la French Fab par rapport à la French Tech. Sincèrement, les gens à la French Fab, c'est eux qui sont en train de construire les entreprises de demain. De l'autre côté, c'est nos impôts qui sont gaspillés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois, qui est fondamental, j'ai fait un jour un post sur LinkedIn en disant « Monsieur Macron, si vous voulez les ETI à l'allemande, donnez-nous leur banque ». Ça veut dire, au fait, aujourd'hui, là, parce que j'ai une de mes spin-offs, c'est on a rentré des VC. Ils veulent sortir avant même d'être rentrés. Donc vous imaginez, quand vous voulez construire sur le long terme, en fait, vous avez un système qui fait que vous allez être obligé de vendre. Et vous savez aujourd'hui quelle est l'activité principale des Chinois, des Suisses et tout ? C'est d'attendre en France que les boîtes ne soient pas financées sur long terme pour les récupérer. Et donc, pour moi, qui suis un entrepreneur et je suis un business angel, je trouve un peu dommage, si vous voulez, qu'on n'ait jamais créé autant de start-up. D'ailleurs, ce mot-là est en train de devenir un mot... et on dit, mais attendez, non, une PME innovante, c'est autre chose parce qu'il y a une culture du chiffre d'affaires. Hein, une start-up, c'est uniquement des gens qui ont réussi à convaincre d'autres de leur donner de l'argent pour le dépenser. Le vrai projet d'entreprise, c'est que maintenant, j'ai un compte d'exploitation et je gagne de l'argent. D'accord ? Eh bien, le jour où on aura des banques comme l'Allemagne qui seront capables de porter et d'accompagner, eh bien, on commencera à faire des ETI. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Moi, j'ai des copains qui me racontent, bah, écoute, il y a un Chinois ou un Suisse qui vient me proposer le rachat de la société pour des quantités pas possibles. Voilà. Et je ne parle pas de BPI France et ainsi de suite. Vous savez que nous, les entrepreneurs, on voudrait que l'envers revienne. C'est pour vous dire. Donc, je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On a de la bonne science, on a des idées et tout. Mais si vous voulez, c'est la conjonction d'étoiles. Et je suis dragué par la Wallonie pour aller mettre une spin-off là-bas, la Suisse. Et sincèrement, bon, je suis français, j'en ai déjà mis 2, mais je réfléchis sérieusement. Donc, ce qui est très dommage. Alors, encore une question et on va conclure. J'ai une dernière question, peut-être pour Julien et Guillaume plutôt. Quelqu'un a évoqué la mort des dieux. Est-ce que dans la société dans laquelle on vit, je pense aux films de super-héros, est-ce que les super-héros jouent un rôle de dieu et est-ce que dans le transhumanisme, il n'y a pas un fantasme d'être un super-héros et peut-être pour Guillaume, comment est-ce que... si maintenant la technique nous permet d'être un super-héros, quelle en est la limite et comment on l'accompagne d'un point de vue de la législation ? Voilà. Je vais répondre à la première question. Dans le transhumanisme, c'est au-delà du super-héros, c'est même devenir Dieu, en fait, carrément. C'est dépasser toutes les limites. Dieu ? Personnellement, non. Mais il y en a beaucoup qui sont... Mais en formulant les choses, peut-être, c'est est-ce que je me posais la question justement en réfléchissant à ce que vous avez à votre expérience. Est-ce que la jubilation quelque part de votre expérience, c'est de dire il y a quelque chose dans mon corps dont je suis à l'origine, ce qui est un des attributs du divin sans être Dieu. C'est quelque chose de cet ordre. C'est prendre pouvoir sur son corps surtout. Ouais. J'ai le contrôle si je veux augmenter mes capacités. C'est de la création. Vous avez créé une fonction dans votre corps, ce qui est normalement l'attribut de ce qu'on appelle Dieu ou autre chose. Également, oui. Donc il y a quelque chose un peu en tout cas de l'ordre de la fonction divine, on va dire. Mais on nous a trompé, moi, vous n'étiez pas mégalo. Je parle pas du divin parce que je reste assez terre à terre par rapport à ça. Mais c'est plus un rapport de volonté, quoi, de faire exactement ce que je veux et avec mon corps. Et si demain il y a une nouvelle, on va dire une nouvelle puce qui sort, qui me permet de téléphoner sans téléphone, je serai le premier. C'est clair. Alors, il me semble que c'est une vieille question, le désir des hommes de se diviniser, et puis aussi le fait que ça ne marche pas. Il y a Icare qui s'augmente techniquement, qui s'envole vers le ciel, et hop, ça rate. Ça se passe pas trop bien quand même. Ouais. Donc souvent, ça échoue un peu. Mais c'est vrai que tout à l'heure, en voyant le côté attraction du métal avec un aimant, j'ai tout de suite pensé à X-Men. C'est vraiment le film du super-héros, genre je suis un mutant, je possède un pouvoir nouveau. Il y a un truc comme ça. D'ailleurs, il y a un passage de X-Men très fascinant où
où des mutants cherchent à faire muter des non-mutants en leur donnant des nouveaux pouvoirs, et en fait ça marche pas. Donc c'est toujours le truc Icare, il donne un nouveau pouvoir, il le modifie, alors je sais plus trop comment, et puis en fait les gens meurent, donc ça rate. Donc c'est une vieille méditation, je pense. Et je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire un truc, mais quoi? Voilà la question. Ah oui, si. C'est vrai que je pense qu'il y a, enfin moi je pense que dans le transhumanisme il y a un désir de toute puissance, l'idée que la santé serait non pas de bien vivre à l'intérieur de ses limites, mais serait d'augmenter ses capacités dans toutes les directions en supprimant les limites les plus importantes qui seraient la mort, une perception close et des choses comme ça. Et en fait, désolé pour les transhumanistes, je vais dire un truc pas gentil, mais c'est vrai que pour moi, la toute-puissance, c'est un peu le caractère des tout petits enfants, en fait. C'est-à-dire, c'est quand on est un bébé, en effet, on est tout puissant. C'est-à-dire que quand on a faim, il y a un sein qui arrive. Quand on a froid, il y a une couverture qui arrive. Quand on se sent seul, il y a des bras qui viennent. Donc, la toute-puissance, c'est ça. Et la psychanalyse dit souvent, en fait, les désirs de toute-puissance sont un peu... un désir d'une certaine manière de retour à l'enfance. Je pense pas, mais pour moi, que c'est la maturité la plus complète. Désolé, c'était un peu violent, mais du coup... ouais. Personnellement, je me sens pas visé parce que j'ai pas vraiment le désir d'immortalité ou de devenir Dieu. Donc, mais j'espère que certains y arriveront, en tout cas, hein, que la technique le permettra un jour, peut-être. On va conclure. Donc, merci aux intervenants, à vous trois et à vous toutes et tous. On a beaucoup parlé de valeurs, de nécessité de poser des limites. On a questionné évidemment la difficulté de la mondialisation, à quelle échelle la France, l'Europe, et peut-être quelque chose à créer. Peut-être une idée qui peut germer sur une voie citoyenne qui pourrait avoir, au-delà de l'Europe, une existence, peut-être un organe à créer. Il y a une première piste. Ensuite, on s'est posé aussi, finalement, peut-être d'une manière un peu différente, la question de la limite de l'humain. On a l'impression... D'abord, on a remis un peu les choses à leur place. Je pense que c'était intéressant de comprendre où on en est exactement dans la capacité de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et qui est plus de l'ordre de l'algorithme ou d'un programme très déterminé et très spécialisé. Et peut-être qu'on se pose la question à l'envers, en se disant nous sommes tout petits face aux machines, et donc il y a des fantasmes de homme-dieu, pour reprendre l'expression de Noah Harari, par exemple, et que la véritable puissance, en fait, elle n'est pas du côté où on croyait. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de se rendre compte, vous parliez d'une espèce d'alliance en fait, nécessaire entre la machine et l'homme. De toute façon, ce n'est même pas une alliance, puisque la machine est quand même créée par l'homme. Mais disons que la machine, elle augmente une capacité de l'homme. Et il me venait à l'esprit qu'en fait, on avait une révolution sociétale à faire. C'est qu'on va confier à la machine tout ce qui est automatique. Et en réalité, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, puisque nous, c'était passionnant d'être ingénieur et d'être capable de le programmer, mais une fois que c'est automatique, ce n'est pas passionnant pour un homme d'être automatique. Et donc, il y a un certain nombre de fonctions dans la société qui sont automatiques et qui vont disparaître. Et ces gens-là, et nous aussi, on s'inquiète pour toutes ces fonctions-là. Mais peut-être que ça va nous demander de l'imagination, ça va nous demander de complètement rechanger notre modèle social, mais que ça va avoir quelque chose de positif, parce que ça va être de refuser que quelqu'un dans notre société puisse avoir une fonction automatique. Parce qu'en réalité, ça n'est pas naturel et ça n'est pas bon pour cette personne et pour son épanouissement. Et je crois que c'est vraiment au cœur de ce qu'on essaye toutes et tous de faire émerger. Et donc, pour répondre du coup à votre question sur l'éducation, ça commence tout petit. C'est-à-dire qu'en fait, on doit repenser notre modèle social et notre modèle éducatif. Et je crois que c'est ce qui est en cours. Ça prend un peu de temps. Mais je crois que ça fait partie des inspirations fortes de Jean-Michel Blanquer. Et de commencer d'ailleurs à l'école maternelle avec l'art. Je crois que c'est une des réponses possibles qui ouvre la créativité. Et de repenser
un parcours que l'enfant va construire, de remettre en question. Alors j'espère qu'on y arrivera. Je pense que repenser le baccalauréat comme c'est imaginé, c'est remettre en cause l'idée que même quand on n'est pas bon en maths et en physique, on va faire pour faire plaisir à son papa et sa maman, on va faire des maths et de la physique. Et puis ensuite, même si on va découvrir que la sociologie et la philosophie, c'est quand même passionnant, mais un peu plus tard. Donc est-ce qu'on va remettre en cause et faire de la transdisciplinarité et permettre aux enfants de construire leur parcours? Tout ça, je pense que c'est en train d'être bâti, même si ça va prendre un peu de temps. Et pour terminer, pour revenir pour vous, il y a un exemple qui est un magnifique exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les orchestres Demos, qui sont en fait des orchestres en milieu populaire où c'est la Philharmonie qui porte ce projet, où ce sont vraiment des vrais orchestres, c'est-à-dire ces enfants qui n'ont jamais été formés à la musique. Ce sont des vrais des musiciens qui, par l'exemple, par la pédagogie de l'exemple, leur transmettent en fait la maîtrise de l'instrument. Et on a montré d'abord que c'est une expérience merveilleuse, et ensuite qu'ils deviennent en général de très bons élèves. Donc ça, c'est une expérience très concrète qui montre qu'il faut changer notre pédagogie et introduire cette créativité, notamment par l'art, mais pas seulement par l'art, parce que je pense que toute la pédagogie doit être repensée, sans tomber dans la démagogie, parce que comme vous le disiez, il y a quand même des apprentissages, de la rigueur, et ça, c'est inévitable. Il ne faut pas retomber dans les pièges qui ont pu être ceux qui est pensé par Hannah Arendt dans les années 60 et que nous, on a aussi expérimenté, d'une démagogie qui dit de l'enfant, c'est déjà tout, parce que ça, c'est l'enfermer en fait, dans son ignorance et ne pas prendre notre responsabilité d'adulte. Donc, merci à toutes et à tous. Un petit moment convivial pour terminer et à très bientôt.